Alors, qu'est-ce qui va se passer à Riyad? On espère, pour un grand nombre d'entre nous, la paix. Mais il n'y a rien de moins sûr. Aujourd'hui, Elon Musk déclarait que X avait été la cible d'attaques massives, beaucoup plus massives que d'habitude. Il dit que, évidemment, X est attaqué tous les jours, mais là, c'était l'œuvre d'un groupe immense, voire d'un État. Et il expliquait que, pour l'instant, toutes les traces remontent vers l'Ukraine. Bon, la situation n'est pas aussi facile que Trump pouvait l'imaginer, même si, franchement, les Russes et les Chinois ne font rien pour lui rendre la tâche difficile. Il s'est passé un événement considérable ce week-end dans la région de Koursk, puisqu'il y a eu une mission suicide qui a réussi, menée par les forces spéciales, les fameux Spetsnaz russes, et qui sont en train de provoquer l'effondrement des dernières troupes ukrainiennes qui prenaient une enclave dite de Koursk, puisque cette enclave est passée quasiment dans le week-end de 500 km. Alors, au maximum, il y avait 1000 km². Là, c'est passé à 500 km². Et là, ce serait aux alentours de à peine 300 km². Et surtout, on fait la ville la plus importante est maintenant complètement encerclée par les forces russes. Et les troupes ukrainiennes qui y sont prisonniers et elles n'ont plus les moyens d'être ravitaillées. Donc, à moins de trouver par miracle du nouveau matériel lourd et des nouvelles troupes en quantité véritablement importante, ça va être très dur maintenant pour l'Ukraine de s'en tirer. Or, c'était extrêmement important pour eux, même une monnaie d'échange cruciale. J'ai fait une longue lettre Substack sur ce sujet qui a été publiée aujourd'hui. Véritablement, je vous invite à la lire. Elle explique dans le détail l'importance considérable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et surtout, elle explique, parce qu'on me pose tout le temps la question par rapport à Trump, mais est-ce qu'il est toujours fantastique d'après toi, etc. La réponse est oui. Trump est toujours fantastique. Et je vais juste en 2 minutes vous donner un petit exemple. Et puis après, bien vous aurez toute la vidéo pour en entendre beaucoup, cette vidéo avec Karl. Mais petit 1, Trump, par exemple, au cours des derniers jours, parle beaucoup de l'Iran. Et dit ça va très mal se passer pour eux. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement? Évidemment, les Russes et les Chinois comprennent le message. Ils annoncent, avec les Iraniens, faire des exercices avec une partie de leur flotte respective dans le golfe Persique, juste au large de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils disent, l'Iran est notre allié et on a des navires de guerre équipés avec des missiles hypersoniques qui contiennent éventuellement des têtes nucléaires. Donc, ne vous amusez pas avec nous parce qu'on protégera coûte que coûte l'Iran si vous essayez de bombarder. Évidemment, Trump n'en attendait pas moins parce que s'il avait l'intention de bombarder l'Iran, évidemment, il n'en parlerait pas et il ferait ça par surprise. Et donc là, maintenant, il peut dire aux fous qui l'entourent et qui lui disent de bombarder l'Iran, dont Netanyahou, mais dont tous les gens de la mouvance CEPAC, écoutez, vous voyez bien, on peut rien faire, on peut pas bombarder l'Iran, il faut absolument qu'on discute avec l'Iran. Et ça, c'est la méthode de Trump, c'est une méthode de bluff, et on a véritablement une danse qui se met en place avec les Russes et avec les Chinois et avec l'Arabie Saoudite et avec Elon Musk qui permet d'obtenir de tels résultats. Et évidemment, il va y avoir des résultats parfois beaucoup plus lents que ce qui pourrait être attendu, parfois plus rapides, mais la situation, elle est toujours sur le fil du rasoir. Autant j'étais et je reste ravi que Donald Trump ait été élu, je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si Kamala Harris l'avait été. De toute façon, je ne pense pas que Dieu aurait laissé faire ça, mais voilà, ça a toujours été clair que ça pouvait pas être si simple. Une personne seule ne changera pas les choses. 5 personnes, ce que j'appelle les 5 fantastiques, peuvent avoir un impact très fort. Mais derrière nous également, on a un impact fort, un impact par nos pensées, par nos actes, un égrégore de pensées positives.
C'est la période de Pâques qui a commencé avec le Ramadan pour les musulmans, le Carême pour les chrétiens, catholiques, orthodoxes. Et moi, j'ai commencé immédiatement le Ramadan. Donc, sans devenir pour autant musulman, hein, je suis toujours chrétien, catholique et très fier de l'être. Mais je trouve essentiel aujourd'hui d'essayer d'avoir des paroles de paix avec nos amis et nos frères musulmans, parce que le succès viendra de notre capacité à nous entendre et à ne pas tomber dans le piège de la division qui est fabriquée avec tous les attentats, les faux drapeaux, etc. Et évidemment, ce qui se passe en Syrie avec des soi-disant musulmans qui tuent dans le dos des femmes, des enfants, des hommes âgés, etc. au cri d'Allah Akbar. Tout ça, c'est pour rendre encore plus stupides les gens qui sont racistes, comme d'autres choses sont faites pour rendre encore plus antisémitistes des gens qui sont antisémites, au lieu d'essayer de considérer que le mal, en fait, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de personnes, et de personnes qui sont manipulées par d'autres personnes. Alors ça peut avoir lieu dans une famille, et donc on a l'impression d'avoir quelque chose qui est héréditaire, mais non, en fait, c'est contextuel. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans le détail, hein, toutes ces choses qui sont un peu compliquées, c'est pour ça que j'ai créé ma lettre Substack. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour du miel, vous pouvez me contacter pour trouver la lettre Substack si vous avez du mal à le faire. Vous pouvez me contacter pour me poser des questions, c'est bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, 55 BE2LECH A2SE.com, et Bertrand c'est BERTRAND. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me commander du miel, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma lettre Substack, et si vous en avez la possibilité, prendre une formule payante. Alors je force personne, c'est pour ça que les contenus sur Substack sont gratuits. Parfois je mets un voile payant, mais sur simple demande, je le désactive pour la personne. Donc prendre une formule payante, c'est vraiment une manière de dire, oui, nous on est vraiment très inspiré par tout ce que vous nous dites dans vos vidéos YouTube, sur X, et finalement le seul endroit où on peut vous remercier de façon sonnante et trébuchante, c'est sur Substack. Moi je joue le jeu, je parle de façon libre et transparente vis-à-vis de vous sur YouTube, vis-à-vis de vous sur X, vis-à-vis de vous sur Substack. Donc ceux d'entre vous qui ont les moyens, n'hésitez pas à venir et prendre une formule payante Substack, ou faire un don PayPal, ou ce que vous voulez. Alors, il y en a qui disent, mais vous demandez beaucoup, mais je pense que je demande très peu par rapport à ce que je donne. Donc, voilà, c'est toujours facile de critiquer, mais les gens qui critiquent ne font que ça, alors que moi, je passe mon temps à proposer des analyses détaillées, et j'essaie de le faire le plus en temps réel possible, parce que comme vous l'avez constaté, au fil des années, eh bien, l'opinion se cristallise très très vite après un événement. Et donc si tous les messages que vous recevez sont des messages trompeurs, au moment où un événement a lieu, il y a de fortes chances pour que ce soit ce que vous reteniez, et il est très difficile après de changer d'avis. D'où l'importance de s'exprimer très tôt, comme j'ai pu le faire par exemple au moment du 7 octobre, où pour plein d'événements, c'est d'essayer tout de suite de dire « Tiens, il y a un doute solide sur cet événement ». Alors que si on attend 5 mois, comme l'ont fait énormément de personnes, voire si on n'en parle toujours pas après plus d'1 an, eh bien évidemment, on ne peut pas aider les gens à se libérer de cet empire du mensonge. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, et encore une fois, je vous remercie pour tous les gestes d'amitié que vous pourriez faire me concernant. À bientôt. Un clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. J'ai annoncé en introduction, avant que tu arrives, qu'on allait surtout parler de la Syrie aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui se passent là actuellement qu'on doit présenter à la population.
cette manipulation-là encore. J'ai écouté ta vidéo tantôt, juste avant l'émission, ta dernière que tu viens de publier, et tu mentionnais, et, le général de la Ward aussi qui m'a fait une émission, une partie d'émission là-dessus. On tente d'exacerber les tensions entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Et là, on voit apparaître toutes sortes d'images qui contribuent justement à exacerber les tensions. Et toi, tu n'embarques pas là-dedans, mais ça prend une profondeur, une connaissance historique pour être capable d'expliquer à la population qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, actuellement, ces tensions religieuses-là, pour créer le chaos. Et tu vas nous expliquer ça ce soir, Bertrand. Comment Écoute, on manipule? c'est très simple, hein. Le mot religion, ça vient du latin religare, ça veut dire relier entre. Et tout a été fait pour qu'en fait, ce soit division, divisé. Alors déjà, ça commence par des religions qui disent, nous, on est un peuple élu. Donc ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas dans notre monde, bah, ils sont rien du tout en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejoindre ma religion si on n'est pas élu. Donc déjà, ça a quelque chose de problématique. C'est-à-dire d'imaginer qu'il peut y avoir un Dieu qui a décrété qu'il y avait des gens élus et d'autres qui ne l'étaient pas. C'est un peu comme dire les Blancs sont des humains et les Africains sont des animaux. Donc, Oui. tu vois, tu as déjà un problème conceptuel qui est grave et qui n'est pas, à mon avis, assez soulevé, qui n'est pas assez discuté. Ça ne veut pas dire que je conteste l'existence de telle ou telle religion. Ça veut dire que je m'interroge sur les bases de cette religion qui sont des bases qui fonctionnent sur l'inclusion et l'exclusion, alors que les mêmes personnes se basent et fondent toute la politique internationale sur l'idée d'inclusion de toutes les minorités, de toutes les ethnies, de tout le monde dans le global. Donc déjà, moi, si tu veux, ça me pose un problème intellectuel. La deuxième chose, c'est que après la religion juive, la grande religion monothéiste, puisqu'il y en a 3 dans le monde, c'est la religion chrétienne. Donc ça repose sur l'idée que Marie, à sa naissance, naît sans le péché originel, donc c'est l'Immaculée Conception, et ça repose sur le fait que Jésus-Christ est le fils de Marie et de Dieu. Donc il est le fils de Dieu et qui va se sacrifier pour les hommes. Et c'est une religion de charité, de pardon, d'amour. Et il suffit de lire la parole du Christ dans les évangiles pour bien s'en rendre compte. Mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que la religion, les humains n'ont pas compris ce message de paix qui leur a été envoyé. Et j'insiste bien, puisque tu vas voir le parallèle avec ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est-à-dire que c'était un message de paix et qu'il y a des gens un peu comme Macron aujourd'hui qui ont dit non, non, mais la paix, c'est la guerre. Mais ce n'était pas du tout ce qu'était le message. Ça, c'est le message du diable, de dire que la paix, c'est la guerre. Le message de Dieu, par l'intermédiaire de son Fils, c'était la paix, c'est l'amour entre les hommes. C'est le sacrifice de soi, c'est le don de soi. Pour éviter justement la guerre, pour éviter les massacres, pour éviter les violences. Et je ne vais pas vous refaire tout l'historique de toutes ces choses-là. Et donc, ensuite, Dieu parle à Mohamed et lui dit plein de choses. Mais l'idée, c'est pas de créer, entre guillemets, une nouvelle religion, c'est de créer une religion qui prolonge la religion chrétienne, qui ajoute, entre guillemets, une armée à cette religion. Et au lieu d'être vue comme ça, une armée qui va aider les chrétiens, puisque les musulmans croient en Jésus-Christ, ils croient en Marie, ce sont vraiment des personnes importantes dans le Coran. Et beaucoup de gens confondent d'ailleurs le Coran et les hadiths. Donc dans le Coran, dans le livre religieux, donc la parole de Dieu telle qu'elle est reçue par Mohammed, la religion chrétienne n'est pas du tout une ennemie. Au contraire, c'est une religion qui arrive après,
et qui a effectivement une volonté de s'étendre, c'est incontestable, et elle a plusieurs chapelles, entre guillemets. Donc il y a les sunnites, les chiites, les alaouites, enfin il y a plein de chapelles plus ou moins extrémistes, plus ou moins modérées, et qui s'éloignent parfois complètement de la parole de Dieu, de la parole d'Allah. Et c'est ce qu'on observe en ce moment en ce qu'on avait vu à Crocus dans les attentats en Russie, ce qu'on voit à chaque attentat et là qu'on voit quotidiennement en ce moment en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes barbues qui font comme s'ils étaient musulmans et qui, au cri d'Allah Akbar, donc ça veut dire Allah est grand, Dieu est grand, tuent des femmes, des enfants, souvent de balles dans le dos, qui sont des gens désarmés, qui se sont rendus, qui sont prêts à être prisonniers. Et donc, ça donne une image absolument abominable des musulmans partout dans le monde, puisque les gens se disent, mais regardez, ces gens-là sont monstrueux. Ils coupent des têtes de professeurs en criant à l'Akbar, ils ont fait tomber les tours jumelles, ils ont fait les attentats en Russie, ils tuent plein de monde en Syrie. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce que les Européens continuent à dire que ceux qui se comportent comme des barbares, évidemment, c'est ceux qui sont connectés à Bachar al-Assad. Sauf que ça colle pas, puisque ces gens-là qui sont comme ça tuent des familles de notables de l'époque de Bachar al-Assad, dont leurs enfants. Mais ils s'en foutent de mentir, parce qu'ils mentent tout le temps. Ils mentent concernant la Roumanie, ils mentent concernant l'Ukraine, ils mentent concernant Trump, ils mentent concernant Elon Musk, ils mentent concernant Poutine, ils mentent concernant Ben Salman, ils mentent évidemment concernant Xi Jinping, ils mentent tout le temps. C'est-à-dire que je ne réussis pas à trouver une chose qui est dite par l'élite de l'Union européenne, l'élite au 10 Downing Street à Londres, qui ne soit pas uniquement des mensonges, exactement comme c'était à l'époque de Biden, et comme ils aimeraient bien recommencer à l'être aux États-Unis, exactement comme c'est dans l'environnement et avec Netanyahou. Ce sont des gens qui mentent tout le temps. C'est triste de dire ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent, pouvoir dire, ils disent la vérité de temps en temps. Mais même quand ils disent un début de vérité, c'est pour faire passer un gros mensonge. Parce qu'évidemment, quand les mensonges sont tellement gros, il faut quand même les maquiller avec un peu de vérité. Mais c'est une vérité insignifiante, entre guillemets. C'est juste comme s'ils mettaient de la vaseline pour faire un truc absolument abominable. En ce moment, les gens que nous, on a adulés en disant que c'était les grands démocrates. Avec moi, tu m'entends pas bien? Le signal est pas bon? Excuse, Bertrand, on a eu une coupure, le signal, et je tiens à te souligner là, que c'est pas toi, mais c'est vraiment le mien, mon signal qui va pas bien aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, c'est revenu. Donc, on s'excuse, Bertrand, c'est vraiment pas dans mon contrôle. On a un petit problème de. Et c'est pas toi, c'est vraiment moi, je l'ai vu à l'ordi, là. Donc, il y a eu des petits coupures. S'il vous plaît, recommence. Excuse-nous, ça arrive. Donc, ce que je disais, c'est que ils mentent tout le temps. À la tête de l'Union européenne, à l'époque de Biden, à Tel Aviv, partout, c'est le règne du mensonge. Et donc, les populations n'y comprennent rien. C'est-à-dire que, effectivement, comme depuis 30 ans, on nous dit que Poutine est un tyran qui tue les journalistes, qui terrorise son peuple, etc., etc., et que les gens, évidemment, qui entendent ça à la télé en boucle, ne sont jamais allés en Russie, ne connaissent pas de Russes qui vivent en Russie, et les seuls Russes qu'ils peuvent rencontrer sont des Russes qui sont partis de Russie depuis longtemps et qui détestent la Russie, donc qui évidemment ne vont pas leur dire du bien parce qu'ils ont vécu à l'époque communiste, à l'époque d'Helsinki ou autre, où
Donc, ils espèrent, comme certaines diasporas, renverser le gouvernement en place et profiter, entre guillemets, d'un nouveau gouvernement dans lequel ils pourraient devenir très vite milliardaires parce qu'ils ont raté l'époque Helsinki pour devenir oligarques. Donc, ils nous mentent. Mais les gens croient ces mensonges. C'est-à-dire qu'ils croient que, je discutais aujourd'hui avec quelqu'un, ils croient effectivement que ce sont les personnes de Bachar al-Assad qui sont revanchardes et qui tuent en ce moment des innocents. Alors, la grande différence cette fois, c'est que le département d'État américain, donc Marco Rubio, a fait une déclaration en disant que HTS était responsable des exactions. Et donc, on a pour la première fois une dépêche qui vient du département d'État américain qui dit la vérité. Les criminels, les coupeurs de tête, les monstres sont HTS. Et l'Union européenne qui dit l'exact inverse. Et donc, enfin, petit à petit, en tout cas aux États-Unis, les gens, la majorité des Américains, commencent à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qu'on leur a dit qui n'était pas vrai. Mais dans le même temps, et c'est ce qui est compliqué avec Trump, il continue à menacer l'Iran. Et comme je l'ai dit dans chacune de nos émissions précédentes, maintenant l'Iran est allié très fort avec la Russie, qui est allié très fort avec la Chine. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer? Les Russes et les Chinois viennent d'annoncer qu'ils allaient faire des exercices très importants avec leur flotte au large de l'Iran. Donc, ils disent aux Américains, on a des bateaux pleins de missiles hypersoniques, peut-être même avec des charges nucléaires, qui vont être au large de l'Iran. Donc, si vous faites les malins, cette fois, vous allez le sentir passer. Parce que juste à présent, les Chinois n'étaient pas sur place. Tu vois, ils n'avaient pas affirmé militairement leur soutien à l'Iran. Ils avaient affirmé un soutien diplomatique. Les Russes avaient affirmé un soutien militaire, puisqu'ils ont signé un accord cadre avec l'Iran, mais pas les Chinois. Et donc là, les Chinois viennent de dire... Merde. Oui, vas-y, continue. Les Chinois viennent de dire on est main dans la main avec les Iraniens. Et donc, ça va pousser Trump à dire aux plus guerriers autour de lui, écoutez, on ne peut rien faire. Parce qu'on sent bien que ces déclarations de Trump font partie d'une danse savamment orchestrée avec les Chinois, les Russes et les Saoudiens pour arriver à la paix. Mais pour convaincre les gens autour de lui que la paix, c'est pas la guerre. Parce que Trump est également entouré de gens qui pensent depuis 30 ans qu'il faut détruire l'Iran, qui pensent depuis 30 ans qu'il faut tuer tous les musulmans. C'est-à-dire, il y a des gens qui, suite au 11 septembre, disent si on pouvait prendre tous les musulmans qui ont fait tomber les tours jumelles, etc., et les tuer, le monde se porterait mieux. En fait, non. L'ennemi, c'est pas les musulmans. L'ennemi, c'est celui qui a fait croire que les musulmans étaient responsables de ça. Tu vois, tout à l'heure, j'étais invité à dîner par quelqu'un qui est algérienne et qui vit en France et qui a particulièrement bien réussi. Elle a une fille qui est en train de faire son internat de médecine pour être pédiatre, un fils qui est devenu musicien, tu vois. Enfin, elle a vraiment bien réussi son intégration. Et on parlait de ça. On parlait de la douleur que ça a pu être d'être algérien en France ou d'une façon générale en Occident, après la période des tours jumelles, après tous les attentats. Et, et ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'un jour, tu comprends qu'en fait, les tours jumelles, c'est pas Ben Laden qui les a fait tomber. Tu comprends que c'est peut-être la CIA et le Mossad qui ont été impliqués. Donc tu comprends que les Israéliens, d'une manière ou d'une autre, ont été impliqués. Et tu te dis, on nous a fait croire que c'était les musulmans, et c'est peut-être les Israéliens. Et c'est à chaque fois pareil. C'est terrible de le dire, mais pour le 7 octobre, toutes les enquêtes sérieuses
y compris celles menées en Israël, montrent invariablement à quel point ces attentats n'ont pu se faire qu'avec une forme de complicité aveugle, voire même de complicité active de Netanyahou et son entourage. Et l'empressement à dire on ne fera une enquête qu'après la guerre, une fois qu'on aura fait un génocide à Gaza et autour, est presque une preuve de culpabilité. Parce que quand tu as un événement aussi incroyable qui se passe chez toi, équivalent au 11 septembre, équivalent à l'assassinat de JFK, équivalent au Covid, tu remarques la nature et le profil des gens qui ont interdit une enquête sérieuse. Aux États-Unis, c'était mené par Fauci. Non, non, c'est d'origine naturelle, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, on sait que non et que les Américains ont toutes leurs empreintes digitales sur le crime. À tel point que même les Chinois, maintenant, on dit arrêtons la plaisanterie, ça venait pas de chez nous, c'est arrivé de chez vous, et vous avez utilisé nos laboratoires éventuellement pour le disperser. Mais c'est pas chez nous que ça a été fabriqué. Et on réalise que chez pas nous, c'est peut-être en Ukraine dans des biolabs, et peut-être encore plus probablement aux États-Unis. Et donc, quand tu prends tous ces complots qui ont fait détester les Chinois avec le Covid, qui ont fait détester les Russes avec les accords de Minsk pas réussis, avec la provocation, mais c'est vrai depuis la nuit des temps concernant les Russes. Puis on sait que Avec... c'est eux qui ont fait sauter le pont de Baltimore aussi, hein, Bertrand? Les Oui, Russes. oui, bien sûr. Non, mais oui, mais non, mais tout. Non, mais tout. Ouais. Et tout. Et puis en fait, quand tu tires la ficelle, tu vois que le capitaine du bateau, c'était un Ukrainien, qu'il a disparu, que la personne qui possédait le bateau était à moitié ruinée, donc peut-être elle a trouvé un deal. Tu vois, c'était Ah peut-être ouais. un. Et le bateau, franchement, c'était pas vraiment un bateau fantôme, quoi. C'était un bateau qui était d'une précision incroyable. Bah, il y avait qu'une manière et qu'un angle pour détruire le truc, c'était millimétré et ils y sont arrivés. Donc, non, mais en réalité, tout est une mise en scène. Tout. La seule chose qui n'est pas mis en scène, enfin, c'est mis en scène aujourd'hui, mais c'est mis en scène pas pour nous tromper, mais pour nous sauver, c'est ce que sont en train de faire Trump, Xi Jinping, Poutine, Ben Salman, et quelque part ailleurs, avec un rôle très particulier, Elon Musk. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réussir à s'imposer mutuellement la paix, mais sans en avoir l'air, histoire de bien démasquer les gens. C'est-à-dire que Trump, quand les Chinois et les Russes arrivent au large de l'Iran, Trump, il fait semblant d'être victime de ça. Il dit non, non, mais regarde, moi j'avais dit qu'on allait leur taper sur la gueule. Je suis pas du tout. Et regarde, ils me détestent parce qu'ils ont envoyé des bateaux de guerre. Mais tu as vraiment envie de te battre avec les gens qui ont Rechnik ou qui fabriquent des missiles à la chaîne comme les Chinois? Ah non, non, tu vas tout seul. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'ils rasent la côte est et la côte ouest des États-Unis. Et en fait, il met devant ses responsabilités Netanyahou. Et petit à petit, en fait, il va le coincer. Mais il est obligé de faire ça en douceur. Parce que s'il coince Netanyahou trop violemment, qu'est-ce qui va se passer? Les admirateurs de Netanyahou, et qui sont très nombreux, sponsorisés par l'EPAC, etc., là, pour le coup, ils vont faire tomber Trump. Ils vont le mettre immédiatement en minorité. Alors que Trump, en fait, il fait un truc par l'absurde. Je ne peux pas attaquer l'Iran. L'Iran est soutenu par la Chine et la Russie. Ils ont même mis leurs bateaux les plus dangereux au large de l'Iran. Donc, en étant faussement provoquant vis-à-vis de l'Iran, bah, il invitait les Chinois et les Russes à faire ça, ce qu'ils ont fait, évidemment. Ils savaient qu'ils réagiraient comme ça, puisque par contrat, par accord, ils sont obligés d'être là. Donc, s'ils ne le faisaient pas, ils trahiraient leur parole, et ad vitam aeternam, plus personne ne leur ferait confiance, et on retomberait dans le système précédent d'un monde unipolaire, avec les États-Unis qui imposent tout à tout le monde. Mais ce n'est pas ce que veut Trump. C'est pas du tout ce que veut Trump. Mais c'est pas ce que veut Macron. Macron veut pas non plus d'un monde unipolaire. Macron, il veut le chaos, il veut la guerre. Il veut pousser ces gens-là à faire n'importe quoi. Et eux, invariablement, trouvent des solutions. Qu'est-ce qui est en train de se passer en Roumanie?
on a celui qui a vocation à gagner en Roumanie, qui vient de faire un tweet très important. Il a dit, c'est bien simple. Si la Roumanie tombe, en fait, si cette élection tombe et que le monde laisse faire, ça veut dire que c'est, entre guillemets, la fin du monde. Et il n'a pas tort. C'est-à-dire que si on continue à laisser l'Union européenne ou Macron ou autres décider des élections dans tous les pays sans broncher, alors que c'est une évidence qu'il y a une interférence dans l'élection, puisqu'on a les gens l'affirment. Macron le dit, Thierry Breton, qui est très proche de Macron, le dit face caméra à la télé. Van der Leyen le dit, c'est genre, on ne peut pas accepter que l'élection aille dans cette direction. De la même manière qu'ils avaient dit pour la Géorgie, avec les pressions incroyables qu'ils avaient faites. De la même manière que les élections en Moldavie, dans la nuit, ont été modifiées. De la même manière qu'il y a eu en Allemagne la campagne la pire qui puisse être imaginable contre le parti qui était en train de faire une chevauchée fantastique. Et donc, on voit bien qu'on est au bord de l'explosion. Et donc, l'Ukraine également. C'est-à-dire qu'on a... Trump va parler devant le Congrès, et juste avant de parler, il reçoit une lettre de Zelensky qui lui dit « C'est bon, je vais me mettre dans votre sillage pour faire la paix. » Et il a à peine fini son speech en disant « On va négocier les terres rares, on va faire la paix avec l'Ukraine. » J'ai d'ailleurs eu le mot de Zelensky, que dans la nuit, Zelensky dit « Non, mais j'ai changé d'avis parce que je n'avais pas compris que si je faisais la paix dans le sillage de Donald Trump, il faudrait que je traite avec les Russes. Je ne peux pas traiter avec les Russes parce que c'est des mentors. » Et donc, on a dans un camp, tout ce qu'ils font, c'est pour parasiter, truquer, rendre les choses impossibles, alors que dans l'autre camp, tout ce qu'ils font, c'est pour tromper l'ennemi, mais pour obtenir la paix. Mais personne ne le dit, comme j'essaie de le dire quand on parle ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas très compliqué de comprendre que toutes les déclarations folles de Trump sont des déclarations qui sont faites pour obtenir une réaction du camp d'en face qui démontre à Trump que la folie de ses déclarations ne tient pas. Il avait fait la même chose avec Gaza. Et on voit bien que ça a fonctionné. Et là, en fait, il va de nouveau coincer Netanyahou et il va de nouveau obliger Netanyahou à faire passer des camions. Et c'est pour ça que Netanyahou, la France et un certain nombre d'alliés sont en train d'être complètement cinglés avec de nouveau des bombardements au Liban par Israël, des incursions très fortes d'Israël au sud de la Syrie. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les pires terroristes d'HTS commencent à liquider tout le monde sans aucune raison. C'est ça aussi. On voit apparaître ça. Puis... Aucune raison. Oui, parce qu'il a dû en avoir des exactions il y a 3 semaines, il y a 1 mois, puis on ne les montrait pas. Là, on se met à les montrer. Il y a un objectif là-dedans. Exactement. L'objectif, c'est s'écrit Allah Akbar. L'objectif, c'est de montrer à toutes les personnes, regardez, les musulmans sont des coupeurs de tête, tous. Même nous, on leur avait fait confiance parce que c'est comme ça que ça va se transformer. Ils vont dire, regardez, on a fait confiance à HTS, on leur a donné de l'argent, on les a aidés. Mais non, en fait, c'est des gens qui ne peuvent pas être dignes de confiance. Et donc, Israël va dire, ben nous, on va devoir augmenter notre zone de protection. Les Américains vont dire, bah finalement, mais c'est Trump, donc ça ne se passera pas comme ça. Mais les Américains, si ça avait été Biden, auraient dit, bah finalement, on reste. Et les Turcs auraient dit, bah finalement, on va prendre un bout du truc et ça se serait fini comme ça, avec une Syrie dépecée et divisée. Mais c'était sans compter sur Donald Trump, qui dit, les coupables, c'est eux. Et si Trump dit ça, alors d'un seul coup, on reprend ce qu'avait dit Trump en décembre, avant d'avoir été investi. Trump, c'est un des seuls chefs d'État au monde, le 9 décembre, le lendemain de l'inauguration de Notre-Dame, qui se désolidarise complètement du truc et qui fait comprendre que c'est une catastrophe
et qui ne comprend même pas comment on a pu lâcher le diable en Syrie. Parce que Trump, c'est quelqu'un qui comprend ce qui va se passer. Il comprend que les chrétiens vont être massacrés. Il comprend que les modérés vont être massacrés. Il comprend que l'appétit de territoire de Netanyahou va être décuplé. Il comprend ça immédiatement. Et c'est quand même intéressant de voir ça, là, que comme des pays comme la Chine proposent des solutions pour la paix et de constater qu'en Europe, plusieurs sont comme constipés mentalement à essayer de comprendre que c'est véritablement des acteurs de la paix, mais on reste toujours pogné avec ouais, mais c'est des dictatures, Carl. Comment on peut faire confiance? On coupe ça court, c'est des dictatures. Ouais, Donc, mais hein? c'est c'est très vicieux, si tu veux, Karl. C'est que le virus, il a été injecté dans les gens depuis très longtemps. Ah oui. Et on va réaliser qu'on a d'autres virus comme ça qui sont injectés en nous, dans la bouffe, dans plein de trucs. En fait, il y a vraiment, et je suis désolé, je dis pas ça pour faire peur, mais il y a sur Terre une guerre du bien contre le mal. Et dans le camp du mal, ils n'ont aucune limite parce qu'ils ont l'impression d'être différents du reste de l'humanité. Et on revient à cette idée d'élection, entre guillemets. C'est qu'il y en a qui sont nés pour pouvoir vivre et d'autres qui sont nés pour pouvoir mourir. Et donc, ça ne pose pas de problème quand tu réfléchis comme ça. Il suffit de regarder le début le 7 octobre, les premières déclarations. Mais c'est très important ce que je dis. Les premières déclarations qui ont été faites par les ministres israéliens, par les porte-paroles israéliens, par Netanyahou. C'était tous, c'est des animaux, il faut tous les massacrer, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient déshumanisés. Déshumanisés. Ah oui, ah oui. On est là-dedans. Déshumaniser l'ennemi, dire ils sont moins que des animaux. Et quand tu réfléchis comme ça, tu comprends pourquoi il y avait des centaines d'Israéliens qui étaient au spectacle, qui se mettaient sur les collines au-dessus de Gaza et qui applaudissaient en voyant les avions, les missiles, les chars détruire une population désarmée. Et alors, de temps en temps, on nous faisait croire qu'il y avait des roquettes, des machins et tout. Mais les roquettes, depuis 50 ans, elles ont quasiment fait aucun dégât. Elles n'ont fait que permettre à Israël d'aller détruire de plus en plus de territoires et d'aller tuer de plus en plus de monde à Gaza. Et quand je dis Israël, évidemment, c'est pas Israël, c'est Netanyahou. Parce que les Israéliens, ils sont en grande majorité, comme tous les peuples du monde, si on leur dit la vérité, ils vont être dégoûtés. Le problème, c'est qu'ils sont comme tout le monde. On leur rabâche des choses qui sont fausses. L'extrême modèle de ça, c'est ce qu'on appelle les soldats de la mort au Congo. Au Congo, il y a des groupes terroristes. Donc le Congo, c'est en Afrique. Et ils prennent les enfants très jeunes et ils leur apprennent à tuer et à faire toutes les pires exactions. Mais pour vérifier qu'ils sont dignes d'aller dans l'armée, on leur demande d'aller tuer leurs parents. Mais tout ça, c'est possible avec un certain entraînement. C'est-à-dire, ils sont drogués, ils sont tout le temps, tout le temps. Et jusqu'à leur dire, si tes parents sont vivants, tu ne pourras pas être un bon soldat parce que quelqu'un pourra découvrir que ce sont tes parents et te faire chanter avec eux et peut-être tu pourras trahir notre camp. Donc, tu dois couper tous les ponts. Eh bien, tu peux imaginer qu'il y a cette même mentalité. Dire pour être heureux, pour machin, etc., etc., ces gens-là ne doivent plus exister. Et ça, c'est quelque chose qui passe. Mais parfois, ça passe par le texte, c'est-à-dire qu'on le dit aux gens, et parfois, ça passe par l'image. Des gens qui sont d'une barbarie extrême en criant Allah Akbar. Ce n'est pas le hasard.
quel intérêt ces gens ont à montrer ces images? On avait la même chose avec ISIS, avec Al-Qaïda qui mettaient en scène des décapitations. Évidemment, ce n'était pas pour se rendre sympathique. En fait, ils avaient été manipulés par des services secrets pour agir comme ça, parce que ça sert les intérêts des pays qui financent les services secrets qui leur font dire ça. Mais c'est très important. Écoute, Bertrand, on l'a vécu, nous, au Québec, ici, avec le mouvement nationaliste. Ils nous ont mis des agents de la GRC pour faire des attentats, pour noircir le mouvement nationaliste qui montait. Exactement. Donc, je ne comprends pas qu'au Québec, on ne comprenne pas ça, mais ça frappe l'imaginaire. Quand tu vois un gars couper une tête, puis qui crie à la Wakbar, là, c'est sûr, sûr, sûr que les gens deviennent très émotifs. Et c'est là-dessus qu'on joue aussi. On ne joue pas sur la raison, on joue sur l'émotion. Et là, moi qui pensais d'avoir laissé une période trouble jusqu'à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier, là, je m'aperçois qu'on dirait qu'on s'enfonce et le monde devient de plus en plus, oui, acheter le miel de Bertrand Scholler, le meilleur miel, oui, merci, toujours dédicacé par Bertrand. Et, wow, quel beau miel, oui. Donc, oui, tu sais, je vais juste dire ce que je fais pas en général, parce que sinon j'en aurais plus. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment de moins en moins. Mais si je vous montrais les messages que je reçois des personnes qui m'en achètent, et parfois des personnes âgées, et qui me disent, mais votre miel, c'est comme la Madeleine de Proust, j'ai l'impression d'être revenu en enfance, quand le miel avait vraiment bon goût. Non, mais tu vois, il n'y a rien qui peut plus me toucher. Parce qu'évidemment, tu sais, Karl, on parle suffisamment ensemble, mais maintenant on se connaît, on commence à bien se connaître. La vérité, c'est très important. Tu vois, on prend beaucoup de risques, on dit des choses qui sont détestées par beaucoup de monde. Si tu veux, moi, quand je parle en bien des musulmans, tous mes amis, entre guillemets, de droite ou catholiques me détestent. Et je réalise à quel point des personnes qui ont des religions deviennent extraordinairement racistes. Et c'est pas de leur faute, c'est le bourrage de crâne dont on vient de parler. Et donc, évidemment, de la même manière que je prends des positions très clivantes sur des sujets et, et les gens disent mais non, mais c'est pas possible, il est infiltré, il triche. Mais c'est des gens qui sont tellement cons qu'en fait, on pourrait m'écarteler, on pourrait me mettre 50 ans en prison. Ils seraient persuadés qu'en fait, les 50 ans que je passe en prison, c'est pour faire croire que je suis un mec bien. Non, mais tu vois, le niveau de débilité dans un camp et dans l'autre est infini. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de repères. Tu sais, parfois on dit, mais il n'y a plus de colonne vertébrale, quoi. Les gens deviennent véritablement tu sais, des méduses, en fait. Ouais. Tu sais, ces trucs qui servent à rien, juste à faire du mal. Ben, ou c'est des punaises de lit ou des morpions. Ils ne servent à rien, à rien, à rien. Tu vois, ils ne servent qu'à faire du mal et ils ne s'en rendent pas compte. Puis j'ai lu tes derniers Substack avant l'émission, puis t'en fais mention. Le travail que tu fais pas juste il y a quelqu'un, par exemple, qui dit « Et qui est Jérémy Attali ?» Mais ça, tu vois, c'est le niveau extraordinaire de la débilité. Jérémy Attali, c'est le fils de Jacques Attali. Il a 2 filles, 1 fille. Okay. Et il bosse aujourd'hui dans l'agriculture. Mais le miel que je propose n'a jamais été fait par Attali. Les gens qui disent ça sont des menteurs. Jérémy Attali, il a peut-être 1 ou 2 ruches. Il a fait un miel dont il était très fier. Il a fait, moi, je ne suis pas au courant, je suis au contact de lui que depuis 10 ans. Mais j'ai vu les connards qui montent ces photos et qui racontent n'importe quoi. Vous êtes vraiment des moins que rien. Des moins que rien. Grâce blabla, tu es la personne la plus basse de la Terre. Alors tu réussis à convaincre des idiots parce que toi-même, tu dois être une personne très aigrie et ça doit se voir sur ton visage. Tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de bas, tu es quelqu'un de mesquin et tu es quelqu'un qui ment en permanence. Comme les personnes qui disent que dans ma galerie, j'avais Attali, j'ai profité d'Attali. Attali, il est rentré dans la galerie en 2013, en 2014, il a quitté la galerie. Pourquoi il a quitté la galerie?
parce que cette galerie soutenait le peuple palestinien à Gaza. En 2014, quand vous ignoriez même que Gaza existait, moi, je faisais des expos avec ma galerie sur Gaza. Alors, bande de connards, et je dis une bonne fois pour toutes, je vous emmerde. Vous comprenez? Je vous emmerde. Vous êtes des pures merdes, excusez-moi de le dire, et ça m'embête de m'énerver parce que je fais le ramadan et j'ai pas du tout envie de m'énerver. Mais face à des individus aussi pourris que vous, eh bien voilà, je le dis. Et je le dirai à chaque fois, parce que vous êtes insignifiants, vous êtes la lie de l'humanité, vous êtes des personnes mauvaises. Et puis Voilà. Bertrand, hein, là-dessus, là, je veux te rassurer aussi, là, la plupart des gens qui te connaissent puis savent ce dossier-là d'Atali. Un homme d'affaires s'empêche pas de parler. Atali, à l'époque, comment je pourrais te dire, on te reproche d'avoir parlé à certains grands de ce monde. Et Atali, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même une personne publique. Mais exactement, mais en fait, les gens mélangent tout. Ben oui. Moi, par exemple, il y a peut-être 90% des Français qui me détestent à cause de mes positions. Et il y a 10% des gens qui sont beaucoup dans ce qu'on appelle la complosphère, etc., qui m'apprécient. Mais les 90% qui me détestent, ils aiment bien Attali. Et de temps en temps, ils ne l'aiment pas. Euh, C'est très compliqué, les humains. Moi, je prends des positions qui font peut-être souffrir certaines personnes. C'est pas parce que je veux les faire souffrir. Parce que si je leur parle avec elles individuellement, elles vont bien comprendre. Mais parfois, on est caricatural, malheureusement, pour être entendu. Attali, il a écrit, il a fait des centaines de théories. 9 fois sur 10, il s'est planté. De temps en temps, il a dit des trucs vrais. Mais qui peut lui reprocher d'avoir dit que les gens seraient assez cons pour aller se faire injecter? Non seulement il l'a dit, mais 40 ans plus tard, c'est ce qui s'est passé. C'est pas lui qui est con. Lui, il a dit ce qui allait se passer. Et vous, il vous l'a dit 40 ans avant et vous avez été assez con pour le faire. Et après, vous lui en voulez de vous avoir dit que vous étiez assez con pour faire ça. Mais vous êtes vraiment des crétins. Non, mais vous vous rendez compte le niveau de débilité intellectuelle qu'il faut pour reprocher à quelqu'un d'avoir dit les gens sont tellement idiots qui se précipiteront pour se faire injecter un truc qui va les tuer. Mais c'est ce qui s'est passé, bande d'abrutis. Revenons au sujet de la série parce que je voulais vraiment qu'on fasse le tour, Bertrand. Comment actuellement, là, il y a des exactions. Ce nouveau gouvernement-là qu'on a mis là, peux-tu m'en parler un peu parce qu'on a parlé de ce personnage-là là, qu'on a maquillé, puis qu'on a mis un habit puis une cravate, là, puis ça l'a tout à coup là, mis correct aux yeux des Occidentaux. Peux-tu nous en parler un peu de ça? Alors c'est très important ce que tu viens de dire, mais vraiment hyper important. Lui était quelqu'un dont la tête était mise à prix, c'était un des chefs je sais pas, c'était Al-Qaïda, ISIS, Al-Nosra, enfin, un truc pas sympa, mais qui changeait de nom tout le temps. Et à chaque changement de nom, si tu veux, c'est comme quand tu as des sales notes sur Internet, bah, tu peux redécorer le truc et puis toutes tes notes sont effacées, tu redémarres à zéro. Donc, tu sais, c'est. Bon, voilà, bah, ils ont fait pareil avec les terroristes. Donc, ils changeaient de nom. Là, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il a mis le costume, et ses ministres ont mis le costume, évidemment, lui, tous les gens qu'il avait suivis au milieu du désert avec des sabres, à couper des têtes, à faire plein de trucs méchants, ils se sont dit, putain, mais alors, ça y est, il va devenir sympa, il veut plus couper les têtes. Nous, on a fait ça pour se débarrasser de tous les infidèles, etc. C'est pas possible. Et donc, en fait, il y a plein de factions qui, effectivement, deviennent incontrôlables. Et c'est là qu'interviennent les services secrets des différents pays qui ont envie d'instrumentaliser ces gens-là. C'est-à-dire que ces cellules, en fait, elles deviennent incontrôlables et incontrôlées, parce que lui, éventuellement, il aimerait bien éviter ça. Il se rêve maintenant
d'un mec dans des costumes sur mesure, etc. Il a plus tellement envie d'aller, tu vois, faire des exactions. C'est pas qu'il a changé fondamentalement, mais voilà, maintenant, il est plutôt dans des salons dorés, donc il est détesté par ses anciens amis. Et là, il y a des gens qui vont activer les anciens amis, qui vont dire, les gars, si vous voulez aller au bout de ce que vous alliez faire, mais allez tuer là-bas, allez tuer là-bas. Les Russes vont mal réagir, les Israéliens vont mal réagir, les ceci, les cela, et vous allez peut-être pouvoir mettre un mec plus dur à la tête de la Syrie, qui va véritablement mettre en place la charia. On a Parce encore qu'en une fait, petite coupure de signal. Là, c'est du coup. tu m'as perdu. Bertrand. Excuse-moi, Bertrand, ça l'a encore coupé. Mais là, j'ai enlevé tous mes programmes. Je ne mettrai plus d'image à l'écran pendant que tu parles. Ça devrait améliorer les choses. Continue, excuse-nous. Donc, lui, en fait, il a des gens derrière lui qui voudraient que le régime devienne un régime très autoritaire. Et ces gens-là, en fait, sont manipulés par d'autres services secrets pour faire des exactions et pour créer un chaos. Et face au chaos, qu'est-ce que peut faire un gouvernement qui, aujourd'hui, essaie d'être bien vu par tous les autres gouvernements du monde? Bah, il peut se refermer sur lui-même et mettre en place un régime très autoritaire. Un peu comme l'a été la Corée, un peu comme le sont d'une certaine manière les talibans, etc. Et donc, ce qui était le rêve des Occidentaux, c'était de prendre le contrôle de la Syrie, de son pétrole, de ses voies gazières, est en train de se retourner complètement contre, contre tous ces gens-là, et ça se retourne contre tout le monde. Mais c'est ce qu'a dit immédiatement Donald Trump. C'est ce qu'avait dit immédiatement Vladimir Poutine, c'est ce qu'a dit immédiatement l'Iran il y a 3 mois. Ils ont dit, vous venez de mettre des graines infernales qui se retourneront contre vous. Mais les seuls qui savaient également que ça allait se passer, qui avaient mis les graines infernales, c'est Netanyahou. Ah oui. Et c'est pour ça que petit à petit, Netanyahou, il a contrôlé l'eau, il a contrôlé la région sud de Damas, et il s'approche de Damas, et ainsi de suite. Et donc, ben, on en est là. On en est au moment où on est dans le début d'une phase de crise. Parce qu'aujourd'hui, dans les bases russes, il y a plus de 10 000 réfugiés. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein? Les 2 bases militaires là-bas en Syrie que les Russes occupent encore servaient là, de refuge aux gens qui voulaient se sauver de ce nouveau régime-là. Et les Russes, là-dessus, jouent un rôle important. Hein? Ouais, mais c'est exactement ça. Les trolls, là, s'il y a des gens qui peuvent me dire les noms, je vais les éliminer. Là, j'en ai éliminé un tantôt, puis je vais en éliminer d'autres. Peut-être André Couture qui nous écoute, que je connais bien, m'écrire en privé. S'il y a des gens, il y a Tally Langlish aussi qui est là. Peut-être juste me texter sur mon cellulaire, sur mon Messenger, me dire les noms qui trollent, puis ça va me faire plaisir de les éliminer. Continue, Bertrand. Par exemple, tu vas me virer Michel Anglade, tu vois, Oui. qui dit plutôt que d'insulter l'humour, mais surtout la suite de la phrase. Donc, c'est vraiment quelqu'un de vénéneux, en fait. Il est là, justement, avec un humour malsain, avec des formules malsaines. Donc, il fait partie des trolls qui sont détestables, en fait. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, je Michel l'ai Anglade. vu, j'ai enlevé son commentaire. Lui, ça fait un bout de temps qu'il est là. Il n'est pas tout le temps. Oui, euh, mais moi, je n'ai pas envie de le voir quand je suis là. Tu vois, à un OK, moment, bon, je ben, ne plus c'est voir bon. tous ces trucs-là. Donc, Donc, s'il vous plaît, ne pas réécrire dans le clavardage parce que vous allez être coupé. Continue, Bertrand. Donc, Donc, ça, c'était, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la Roumanie, et là maintenant oui, on va parler un peu de l'Ukraine. Mais ce que je oui. voudrais dire, c'est qu'on était très nombreux, et toi en particulier, à venir
à être vraiment plein d'espoir au moment de l'élection de Donald Trump, à Oui. être plein d'espoir au moment de sa prise de fonction, de son serment. Et d'ailleurs, tu étais toi-même allé à Washington pour assister et partager cette liesse. Et on était de tout cœur avec toi, puisque moi-même, si j'avais pu, j'aurais aimé être là-bas, parce que je pense que c'est un événement éminemment important. Et ça, je répète, même si parfois il est indéchiffrable, je pense que Donald Trump est une chance pour le monde. Et voilà. Mais malheureusement, le fait qu'il ait été élu et le fait qu'il s'attaque au marécage, mais pas qu'au marécage de Washington, il s'attaque au marécage mondial, a forcément des conséquences considérables, puisque les ennemis étaient devenus extraordinairement forts. Il faut imaginer que pendant les années Biden, USAID a versé des dizaines de milliards à des amis, enfin à des ennemis de l'humanité, pour simplifier, LGBTQ+, etc., etc. Et Bertrand, donc, c'est la même chose au Québec. Je me posais la question. Les élections, les ONG, tous ces mouvements-là, c'est financé par qui? Ça vient où, cet argent-là? Nos élections au Québec, si tu ne fais pas partie des partis qui sont acceptés par les médias de masse, oublie les élections. Et je me suis toujours demandé, puis là, je deviens de plus en plus précis. C'est effectivement, le Canada est né, entre autres, avec la collaboration puis c'est le capitaine Place qui m'avait sensibilisé à ça, aux banquiers judéo-protestants. Et je regarde c'est qui étend notre argent au Canada. On n'a même pas le contrôle de notre argent. C'est un État profond qui fait partie de la couronne britannique. Donc, on n'a même pas tous nos outils de souveraineté. Et la crise qu'on vit au Canada actuellement par rapport à Donald Trump, effectivement, ici aussi, ça a l'avantage d'éliminer un mondialiste qui était en train de nous mettre totalement dans le trou. C'est Justin Trudeau. Et c'est pour ça que je peux pas jeter du revers de la main tout ce que Trump fait actuellement. Puis même au prix, il y a beaucoup de nationalistes ici au Québec qui ne comprennent pas ça. C'est des anti-Trump et ils ne veulent rien voir de positif dans ce qui se passe actuellement. Et moi aussi, Bertrand, j'ai passé l'âge de vouloir convaincre. Moi, je pense qu'en faisant des émissions comme ça, en restant droit dans nos bottines et en donnant l'exemple qu'on peut donner cette flamme-là à certaines personnes qui vont la transmettre. Puis c'est pour ça que je crois à mon travail, puis que je le fais de plus en plus motivé. ben oui, Hein, c'est essentiel, hein. Les petites gouttes d'eau tu sais, Karl, oui. tu vas avoir au fil du temps, je sais pas, tu vas toucher 50 000 ou 100 000 personnes régulièrement. Pas toutes à chaque vidéo, mais régulièrement. Mais ces 100 000 personnes, il y en a peut-être 10 000 que tu auras plus souvent touchées, toi ou tes invités, mais qui vont parler autour d'elles. Et c'est comme un effet nénuphar, en fait. C'est-à-dire que tous ces gens-là, petit à petit, dans l'intimité ou devant un groupe de personnes ou à table, tu sais, c'est comme dans le cercle des poètes disparus. À un moment, tu as un des étudiants qui se lève sur la table. Tu sais, cette scène Oui. qui dit, alors que le prof se fait choper, et il se lève et il fait Oh, captain, my captain. Et il sait qu'il va en prendre plein. Le directeur le regarde et lui dit baisse-toi, tais-toi. Mais non, il y en a un autre et un autre et un autre. Et en fait, ça sert à ça. C'est-à-dire que même le professeur, il n'était pas forcément sûr que la leçon qu'il avait fait passer sur le courage, sur l'honnêteté, sur la vérité, etc., elle était peut-être pas passée. Mais si, en fait, c'était passé. Mm. Et puis à un moment, bah, il y en a qui vont avoir le courage de se lever, en fait. Et ça, c'est une mécanique qui est essentielle. Parce que comme on dit la vérité, comme on touche l'âme des gens, on touche le cœur, on touche, eh ben, ils le ressentent. Alors ils ont toujours les gens qui sont là, tous ces trolls qui disent
non, mais c'est empoisonné, ou c'est un infiltré, ou c'est un machin. Mais évidemment, tout ça, c'est faux. Donc ça nuit. Mais ça ne va fragiliser que les personnes que tu peux pas sauver. Les Mmh. gens qui cherchent des problèmes partout. Tu peux pas sauver ces gens-là. Quand les gens cherchent tout le temps des problèmes, il y a rien à faire pour eux. Le système, les agents secrets, la CIA, les outils d'intelligence artificielle, ils vont toujours trouver un moyen de les écarter de la bonne route. Ces gens-là n'ont aucune solidité d'aucune sorte. Mais en revanche, tu as des gens qui sont droits, tu as des gens qui ont dont la vie repose sur une base saine parce qu'ils ont la foi. Et c'est essentiel. Et tout ce qui se passe aujourd'hui avec les Al-Akbar, ils essaient de détruire la foi. C'est-à-dire que même il y a des musulmans qui ressentent presque une honte. Moi, la personne chez qui j'ai dîné tout à l'heure, dont je parlais, qui était algérienne, et elle me racontait que quand elle était euh, au moment du 11 septembre, avant de comprendre, mais il lui a fallu du temps pour comprendre que c'était une machination, parce que ça lui paraissait impossible que ce soit une machination. Toutes les télés, le monde entier était unanime pour dire que c'était pas une machination. Mais après, avec sa vie, elle a compris. Mais sur le coup, elle avait presque envie de se rendre invisible. Si elle avait pu teindre ses cheveux en blond et machin, parce que c'était horrible. Quand elle était à la cafétéria, tous les gens parlaient en mal de tous les musulmans du monde. Quand elle était, enfin, où qu'elle vive, et tu vois, c'est comme un poison. On s'en rend pas compte, Mmh. mais c'est la vérité. Et il y a le deuxième poison, le poison des années Biden, mais qui est l'exact inverse. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud, où ben, on va autoriser les Noirs à tuer les Blancs parce qu'ils ont profité de la terre et qu'ils refusent de donner les clés, etc. Où on va expliquer qu'il faut bannir de l'histoire et enlever les statues dans les collèges, les universités, changer le nom des places, euh, donner plus facilement des jobs à des gens parce qu'ils sont LGBTQ+, que parce qu'ils ont des bons diplômes. Demander dans les écoles de considérer que bah, même un élève nul, s'il a, tu vois, un tatouage ou des fils de fer autour de la tête et qu'il explique qu'en fait, il est un truc qui est le seul à exister au monde, tu vois, il est pas homme, pas femme, pas machin, mais il est un autre truc. Et alors là, tout de suite, ses notes sont créditées fois 1000. Et tu vois, c'est tout ça, en fait, qu'il faut petit à petit euh, comprendre, sortir de nos têtes. Et c'était ce qui est magnifique avec Trump, c'est qu'il arrivait en disant, OK, désolé, ça va peut-être faire souffrir beaucoup de monde, mais il y a hommes et femmes, point barre. C'est tout. Ensuite, il a dit un autre truc, les enfants sont importants, ils doivent être protégés, point barre. Ensuite, il a dit la vie est importante, il faut arrêter les guerres inutiles, il faut arrêter les massacres, et ainsi de suite. Mais tu vois, même quelqu'un comme Musk, il pourrait dire bah, je suis désolé, moi j'ai une société privée, elle sert à faire mourir des centaines de milliers de personnes, ça s'appelle Starlink, bah, je la coupe. Et même lui, il n'ose pas le faire. Mmh. Parce qu'il est un peu comme les Russes. Il dit ben non, un contrat, un contrat. Les Russes, ils ont continué à donner du gaz et à respecter les contrats avec des gens qui leur tiraient dessus pour les tuer. Bertrand, quand je regarde les gens critiquer Elon Musk, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser dans le temps de la COVID où des petits journalistes de plateau contredisaient Didier Raoult. Elon Musk, là, pour faire le ménage dans une administration, là, il l'a fait déjà à plusieurs reprises. Et là, il est en train de faire le ménage avec son Doge aux États-Unis. Et là, tu as des spécialistes de plateau qui le traitent de tout et non. Ben oui. Puis ils comprennent à peine ce qu'il est en train de faire. C'est souvent, là encore, il travaille en coulisses aussi parce que pogner des fraudeurs, il faut avoir des très Charles, bonnes stratégies. il Ouais. y a quelqu'un qui dit je ne connais pas votre adresse email. Mon adresse email, Oui, elle s'affiche, mais c'est pas la bonne que tu as mis. Il faut que tu mettes Bertrand at 55 Belchas ou celle-là. Voilà, mon adresse email, c'est celle que vous voyez là, newsletter at 55lecampanile.com. Si vous Ah oui. m'écrivez à cette adresse, je pourrai vous répondre en fait.
Oui, parce que là, il y a des gens qui te posent des questions pour le miel. Il y a des Belges qui se demandent comment on pourrait acheter ton miel. Là, c'est sûr Il qu'on. suffit Ouais, d'envoyer à cette adresse un mail, hein. parfait. Mais de toute façon, tu le mettras aussi dans la description de la vidéo. C'est Et, déjà fait, mais je vais revérifier pour être sûr. et alors, je confirme que à aucun moment, personne d'une famille Attali ou autre a touché ni de près ni de loin à ce miel, hein, au cas où. Non, mais parce que les gens sont vicieux, en fait. Tu Ne sais comment nourris ils, pas les ils trolls, créent des Bertrand, c'est liens. correct. Ah ouais, ne nous, les nourris pas. Moi, il y a des gens qui m'ont dit dans ton clavardage, des fois, laisse-les, regarde-les pas, même que ne nourris pas les trolls. Mais ça va me faire plaisir de éliminer d'autres à Non, ta demande. mais le problème, Ouais, c'est que il faut surtout pas les nourrir, mais après, ils fonctionnent en bande organisée. Et ce qui ouais, je intéresse sais. de temps en temps, c'est dire la vérité. Et, et les trolls, parmi eux, il y en a qui se disent merde. Lui qui m'a entraîné à être méchant contre ce mec-là que j'aimais plutôt bien, il m'a pas dit toute la vérité. Il savait que, par exemple, Attali était là en 2013, mais qu'il était plus là à partir de 2014 et qu'il a disparu depuis. Il le savait, il me l'a pas dit. Il m'a fait faire ça en me faisant croire qu'en fait, ils étaient toujours les meilleurs amis du monde, etc. Ou il m'a fait croire que, ou il m'a fait croire que. Et donc, juste de temps en temps, tu montres que, en fait, les chefs de bande dans ces trucs-là sont des menteurs. Ah, évidemment, je pourrais lâcher d'autres bombes, parce que parmi ceux qui essaient d'intriguer, il y en a, franchement, je pourrais prendre un malin plaisir à sortir un certain nombre de documents, histoire de montrer en réalité ce qui les anime, mais ils méritent même pas, eux. Donc voilà, mais si tu veux, de temps en temps, bah, je dis juste ça, et puis en plus, désolé, ça me détend. Bah oui, ben attends. Continuons sur l'Ukraine. Là, on a Zelensky. Trump lâche pas. Même que là, on n'a plus accès aux satellites. Donc, on vient d'aveugler complètement les militaires ukrainiens. Ça va vite. À ton avis, est-ce que ça va tomber vite maintenant? Non, Non? non, parce que d'une part, il y a les États-Unis ont dit clairement que si les Européens voulaient acheter des armes, ils les vendraient. OK. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe veut tout faire pour que ça dure au moins un certain temps. Parce que vite, si tu veux, pour Trump, c'était 24 heures, hein. Et tout dépend de la notion de vite. Moi, je pense que euh, euh, d'ici quelques mois, l'Ukraine ne peut plus se battre contre la Russie. Ah oui. Elle est en train de perdre complètement la région de Koursk. Et donc, c'était la seule région où les Ukrainiens, l'armée ukrainienne pouvait dire, regardez, je contrôle euh, pas mal de choses en Russie. Et, euh, et donc, le fait qu'ils perdent en fait cette dernière enclave à l'intérieur de la Russie, et là c'est en train de se passer très vite, hein. Les derniers chiffres, c'était des rythmes de plus de 1000 hommes perdus par jour et des dizaines de véhicules blindés. Donc on Ah est oui. véritablement dans la fin, entre guillemets, de l'aventure Kursk. Et tout en ayant des Russes qui ont fait ça doucement pour pas perdre trop de monde. Parce qu'en Oui, fait, puis ils ont pu récupérer ça très vite, mais ça aurait eu des conséquences pour les populations civiles et pour leurs soldats. Donc ils ont fait ça raisonnablement. Puis Donc, Bertrand, mercredi matin, je vais avoir une émission spéciale avec Erwan Castel pour parler de course. Parce et qu'il y a voilà. eu une opération aussi dans un gazoduc. Hein? Ils ont fait passer des militaires dans un Oui, gazoduc incroyable. pour prendre Incroyable. derrière l'armée ukrainienne. Et alors ça, c'est intéressant de voir les images parce que les gens vont réaliser la taille d'un gazoduc. C'est-à-dire que dans ces gazoducs, les gens peuvent marcher. Donc quand vous regardez un tuyau de gaz chez vous pour, euh, pour faire le gaz à la maison, et que vous imaginez qu'en fait les tuyaux de gaz qui amènent le gaz de Russie, quelqu'un peut être debout à l'intérieur, ça vous donne une idée.
Et si vous repensez aux tuyaux de Nord Stream, il faut imaginer qu'ils avaient la même taille, sauf que l'épaisseur d'acier, c'était 4,5 centimètres et qu'autour, il y avait 15 centimètres de béton armé. Donc, juste pour vous dire la difficulté de péter quelque chose comme ça. Et donc, Oui. effectivement, il y a des Russes qui ont pu contourner les lignes. Et là, ils sont en train de faire tomber la ville principale de l'impulsion. On Voilà. les voit là, se promener dans le gazéoduc. C'est Erwan là, qui m'a fourni les images. Donc, c'est ça, on a utilisé le gazéoduc pour contourner l'armée puis les prendre Là, par ils sont derrière. dans un tuyau de métal. Ouais. On voit hein, à leurs pieds partout, c'est du métal. Wow. Ouais, Puis, c'est donc tout ça, ça montre que les Russes agissent au mieux de leur connaissance du terrain, en fait. Et, les Ukrainiens, aujourd'hui, leurs soldats ont de plus en plus de mal à faire face. Mais en face, Macron est en train de dire, nous, on va proposer l'arme nucléaire. mm, Il va y avoir un parapluie nucléaire européen. Et ça, c'est très grave, parce que les Anglais disent la même chose, les Ukrainiens en rêvent, mais je ne sais pas ce que les Ukrainiens veulent sauver, puisque Zelensky est prêt à vendre leurs terres rares aux Anglais, aux Français, aux Américains, à tout le monde. Terres rares que de toute façon, ils n'ont plus, parce qu'elles sont très largement déjà contrôlées par la Russie. Donc on est véritablement dans une situation complètement absurde, dans laquelle tout est un jeu de dupes, de mensonges, enfin, ce que tu veux. Sauf que, enfin, Macron est en train de se dévoiler vis-à-vis de pas mal de monde. Sauf que, eh bien, quand tu écoutes les gens, en France en tout cas, ils trouvent que c'est génial, mm. que Macron est le seul à s'opposer à ce fou ridicule de Donald Trump et à ce dictateur abominable de Poutine. Et si les gens commençaient à douter que Poutine est un abominable, il suffirait de dire, regardez, c'est le meilleur ami de l'Iran. Et alors là, les gens qui étaient en train de trouver Poutine sympathique se Ah là, c'est disent, fini. je suis trop con, j'ai failli penser que Poutine était sympathique. J'avais complètement oublié qu'il était ami de l'Iran et ami de la Corée du Nord Ah, et ami de la Chine. encore une fois, des dictateurs. C'est ça, Donc, Bertrand, t'appuies des dictateurs. C'est et ça, il hein? aimait bien Assad. Ouais. Et dans ses bases, il abrite des gens qui font beaucoup de mal au nouveau régime syrien, les pauvres qui font tout leur possible pour éviter la crise. Et en plus, Poutine est la seule grande puissance au Conseil de sécurité qui montre un visage très très dur vis-à-vis d'Israël, à tel point que parfois l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies sortait quand l'ambassadeur israélien parlait. Mais comme dit Véronique Steinman dans le chat, les gens sont sous hypnose. La dernière intervention télévisée de Macron, c'était véritablement de l'hypnose. C'est comme sa photo présidentielle. Et ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as même la situation absurde d'avoir des gens, quand tu as une discussion avec des personnes qui ne sont pas très informées comme nous, et tu parles de 2027, mais tu Ouais. pourrais parler de maintenant. Mais les gens te disent tous la même chose. Mais qui pourrait le remplacer? On n'a pas meilleur que lui. Mais ils te disent tous la même chose. Ah non, mais je suis désolé, c'est vrai que je l'aime pas, je le déteste. Mais franchement, il est tellement mieux que Bardella ou Marine Le Pen. Il est tellement mieux que Mélenchon. Il est tellement mieux que Retailleau ou machin. Il a parfaitement réussi son coup. Et il a mis à la tête du Conseil constitutionnel Ferrand, qui est, entre guillemets, son âme damnée.
Donc, c'est pas possible de faire mieux, entre guillemets, que ce qu'il a fait. Et écoute, Bertrand, il y a une partie de la population là, désolé, là, mais c'est peine perdue. Parce qu'on le voit avec la COVID, là, le vaccin, il y a encore une petite partie de la population qui y croit dur comme fer, là, dont plusieurs médecins qui sont pourtant des scientifiques et ils nient la réalité complètement. Je me suis fait dire par un médecin cet été, il dit une chance qu'on a eu, un médecin, là, une Ouais. chance qu'on a eu le vaccin, qu'est-ce que ça aurait été? Mais oui, mais Mais non, mais c'est les quoi qui a personnes, en été? fait, C'est quoi qu'il y a eu? Ouais. les personnes qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux et qui sont pas très dans la vie à l'extérieur, ils croient quand les sondages sur X disent 90% des gens ne croient pas au discours de Macron. Mais c'est normal. Sur X, les gens sont informés. Ben ouais. Sur X, il y a une vraie liberté de ton, de parole. Il y a énormément de gens qui sont pour Macron, il y a énormément de gens qui sont contre, il y a énormément de gens qui aiment Trump, il y a énormément de gens qui sont contre Trump, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Musk, il y en a plein qui aiment pas Musk, il y en a un peu qui aiment bien Poutine, mais tu vois, c'est déjà incroyable puisque sur les autres médias, personne n'aime Poutine. Il y en a un peu qui aiment Xi, alors Xi, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, encore moins de Poutine. Mais ça existe. Mais dans la vie de tous les jours, les gens n'ont pas accès à cette diversité. Ils n'ont que le langage unique. Il n'y a que ça. Et quand ils prennent un magazine, il n'y a que ça. Et quoi qu'ils fassent, il n'y a que ça. Et donc, on peut dire, oui, mais il y a les sondages de machin dans la rue, ceci, il y a quelqu'un qui cite ça. Mais d'abord, la plupart des gens, ils ne veulent pas parler. Donc, moi, j'ai un copain qui fait des sondages dans la rue, il me dit, mais attends, 90% des gens, dès qu'ils voient une caméra, ils partent en courant. Ils ne veulent pas être filmés, ils ne veulent pas parler. Et même s'ils veulent parler, ils ne veulent pas être enregistrés parce qu'ils ont peur de ne pas savoir bien dire ce qu'ils pensent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien dire ce qu'ils pensent. Il y a énormément de gens auxquels on a appris à fermer leur gueule, qui n'ont pas envie d'être mis en garde à vue, qui n'ont pas envie de perdre leur job, qui n'ont pas envie, etc. Et en général, ces gens-là, eh ben, peut-être que c'est des gens qui, dans la scène du cercle des poètes disparus, auraient envie de se lever sur la table, mais peut-être qu'ils ne le feront pas en premier. Mais la forte probabilité, c'est qu'ils pensent vaguement comme tout le monde. Moi, pendant que je faisais mon chemin vers Compostelle, mais parfois j'étais dans des bars ou dans des endroits avec des prêtres ou des gens, et je commençais à parler avec eux, et je pensais, ah, à lui, il a l'air d'être vraiment bien, il a compris sur le Covid, le machin, etc. Et puis, je voulais leur parler de la Russie. Et là, c'était un autre monde. Ils détestaient la Russie, ils détestaient le dictateur Poutine. Mais des gens très évolués. Oui, puis quand on leur demande pourquoi tu as eu la Russie, ils n'ont pas grand-chose à te dire. Puis quand j'ai dit à mon médecin, oui, une chance qu'on ait été vaccinés, qu'est-ce que ça aurait été? Mais qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas été vacciné? Moi, je n'ai pas été vacciné, ça va très bien. Mais oui, mais oui. Non, mais Ah ouais, ouais. c'est. Et pourtant, euh, c'est. Si tu veux, les gens te disent, non, mais il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées et il y a des milliards de personnes qui sont toujours en vie. Mais c'est vrai avec les cigarettes aussi. C'est vrai avec la plupart des poisons. Tu sais, il y a des poisons, le cyanure, bah, tu peux empoisonner tout doucement quelqu'un. C'est pas parce que tu lui dis du cyanure qu'il va vivre, tu sais, c'est Madame Bovary, etc. C'est c'est des gens qui vont faire ça très petit à petit. Donc, on commence à considérer que les effets secondaires des vaccins, effectivement, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, ça, oui, l'arsenic, c'est pas effectivement, mais, mais ça marche aussi avec d'autres poisons. Hein. Pas un expert en poison, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est pas un truc qui m'intéresse trop. Mais c'était un message
pour dire qu'en fait, tu peux empoisonner une population entière et les gens vont commencer à mourir de ton poison des années après et tu pourras dire: «Non, mais ça n'a rien à voir. C'est le climat, c'est le stress, c'est, les farines animales, c'est, les cigarettes électroniques, c'est, les ondes des téléphones» et cetera et tout le monde se renverra la balle et il y aura pas de coupable. Comme avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il y a pas de coupable, c'est Dieu le coupable. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de honte. C'est un de nos poètes au Québec, Dédé Fortin, qui nous avait dit ça dans une chanson. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de honte. Écoute, Et Edith, en fait, Edith, là, elle dit: «Pas besoin de faire le chemin de Compostelle pour se mettre à réfléchir». Alors, j'ai pas fait, le chemin de Compostelle pour réfléchir, petit 1 et petit 2, j'ai pas dit, autre chose que on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés ailleurs et on commence à avoir des discussions avec eux et on se rend compte plus modestement que, ben, le cercle d'amis, le cercle de famille et ben, les gens autour, ils ne pensent pas du tout comme nous et il y a aucun moyen de leur faire entendre notre raisonnement. C'est-à-dire que moi, j'étais face à des personnes qui tenaient un raisonnement anti-Poutine, pas qui s'entendaient, parce que moi, je pouvais très facilement leur démontrer qu'ils se trompaient, mais qui n'étaient pas disposés à écouter. C'est-à-dire, il y a un blocage, ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la chance à un avis contradictoire. C'est-à-dire qu'ils ont tellement baigné depuis longtemps dans cette opinion, dans cet avis, que pour eux, c'est même pas la peine, c'est vain d'essayer de leur faire penser autrement. C'est comme ça. Exactement comme avec de plus en plus de personnes de droite conservatrice qui pensent que tous les problèmes de l'humanité sont liés aux musulmans. Tu ne peux pas, tu ne peux pas essayer de leur dire que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on leur a tellement mis ça dans le crâne avec tous les attentats, les tours jumelles, les têtes coupées au son d'Allah Akbar, les machins, les trucs, et cetera, que c'est presque, si tu veux, comme quelqu'un parle couramment. On leur a appris à parler couramment le racisme. Ou mais d'autres personnes, moi j'en croise plein qui parlent couramment l'antisémitisme. Et moi, ça me fait de la peine, parce qu'en fait, à cause de personnes comme ça, c'est très compliqué d'expliquer les choses que j'explique par rapport à l'attitude de Netanyahou, par rapport au travail de l'EPAC, etc., qui sont destructeurs. Mais je ne fais pas la confusion entre le peuple israélien ou les personnes qui ont la foi juive et une poignée de personnes que j'affilierais plutôt au Khazars et qui ont dépourvu, entre guillemets, énormément de choses, dont malheureusement les institutions religieuses qui défendent, de ce qui était fondamentalement quelque chose de beaucoup moins conquérant, beaucoup moins génocidaire, beaucoup moins que ça n'est aujourd'hui en fait. Bertrand, Et comment on peut identifier les Juifs khazars? Ils ont-tu une spécificité? Parce que tu as l'air vraiment à faire vraiment la différence entre les khazars et. ben, en fait, il n'y a pas de spécificité. En fait, Non? tu as des gens qui ont décidé d'œuvrer pour le mal et des OK. gens qui ont décidé d'œuvrer pour le bien. Mais après, tu as des problèmes de lignée. Mais c'est pas parce que ton père est quelqu'un d'extrêmement mauvais et un prince dans le camp du mal que tous ses enfants vont être pareils. Le problème, c'est que l'attitude qu'on a face à l'humanité, c'est en très grande partie un choix. Mais après, ce choix, il peut être conditionné. Il peut être, mais souvent, c'est conditionné aux circonstances de ta vie. C'est-à-dire que tu vis un choc, tu vis un traumatisme, tu as rencontré des personnes mauvaises, tu as été éduqué d'une certaine manière, et cetera. Ou tes parents t'ont vraiment, dès quand tu avais 3 ans, ils t'ont fait faire des choses horribles, et quand tu avais 6 ans, des choses encore plus horribles, et quand tu avais 12 ans, des choses encore plus horribles. C'est ce que j'expliquais avec les enfants du Congo. C'est-à-dire que les bébés, ils sont tous bons par nature, les bébés. Et dès que en fait, ils commencent à être conditionnés, mais peut-être ils sont conditionnés d'ailleurs
pour certains, dès le ventre de leur maman. Tu vois, à entendre tout le temps des choses, des colères, des choses méchantes, etc. Donc, tu as véritablement ce conditionnement. Donc, c'est tout le problème. C'est que dès que tu parles de groupe ou d'ensemble, euh, c'est presque un piège. Mais comme tu ne peux pas prendre que des individualités, bah, tu es obligé de constater que c'est au sein de certaines communautés ou de certaines mafias ou de certains que tu as une plus forte propension. On avait un président en France qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qui, lui, était allé beaucoup plus loin, qui disait qu'en fait, le mal était génétique. C'est-à-dire qu'il disait, dans le mal, il y a une composante génétique et une composante acquise. Il était président français. Donc, c'était quelque chose qui avait beaucoup choqué, mais c'était une question qui se posait et une question que beaucoup de gens se posent. Quelle est euh, la propension en nous d'avoir une certaine attitude qui est liée à notre patrimoine génétique? Donc, lui, est-ce qu'il visait spécifiquement une communauté particulière, une religion particulière? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Mais c'est des sujets qui sont récurrents. Moi, je ne pense pas que la génétique explique ça. Je pense que c'est lié aux circonstances, je pense que c'est lié à l'endoctrinement et évidemment à l'intérieur de certaines communautés, bah, l'endoctrinement a lieu. Et on voit bien, c'est déshumaniser l'ennemi, construire des murs et dire derrière ce mur, il ressemble à des humains, mais c'est pas des humains. Donc si jamais ils passent le mur, tue-les sans hésiter, parce qu'en plus ils ont la rage, ils ont tout type de maladie et ils se trimballent avec des puces de lit. Tu vois ce que je veux dire? Donc achève-les sans pitié, parce que sinon c'est toi qui passeras. C'est de la légitime défense. Et je sais que tu es capable de nous éclairer là-dessus. Trudeau qui va donner sa place ce soir, fort possiblement, à Mark Carney, un banquier de la couronne britannique qui va, sans être élu, devenir premier ministre du Canada ce soir. Lui, j'ai l'impression qu'il arrive pour finir le travail de Trudeau et de finir de liquider ce grand pays artificiel. Mais j'aimerais avoir ton éclairage sur cette affirmation-là de Justin Trudeau qui date de quelques heures. On Oui, l'écoute. alors j'ai lu. Zionist, increasingly being tossed around as a pejorative, in spite of the fact that it simply means believing in the right of Jewish people, like all people, to determine their own future, is not normal. No one in Canada should ever be afraid to call themselves a Zionist. I am a Zionist. Là, on est vraiment dans ce que j'explique régulièrement dans les trucs dîner en ville. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui exprime quelque chose qui a l'air évident. Il dit, tout le monde devrait pouvoir décider de son destin, etc. Évidemment, tout le monde est d'accord. De la même manière, quand tu entends cette phrase dite comme ça, après tu vas voir où je veux en venir. De la même manière que tu dis, tout le monde devrait pouvoir exprimer librement sa parole. Mais on voit bien que ce n'est pas vrai. Puisque moi, je me suis retrouvé en garde à vue suite à une plainte de Brigitte Macron qui dit, dans le cadre de son exercice, j'ai ressenti une forme de harcèlement. Mais ce que dit pas Justin Trudeau, c'est que pour exercer leurs droits, les sionistes, ils ont mis à la porte et ils ont massacré des gens qui habitaient là depuis toujours. Les Palestiniens, et la fameuse Nakba, et plein de choses en fait. C'est-à-dire que ce qu'il ne dit pas, c'est que si tu arrives sur une planète vierge, c'est-à-dire si les sionistes disaient on va aller conquérir Mars et qu'ils trouvent personne sur Mars et qu'ils prennent Mars, mais bien leur face. Ben oui. Ça n'emmerde personne. Mais il se trouve qu'en Palestine, il y a des gens qui vivent et qui n'ont pas attendu que ça s'appelle zioniste ou carambar, ou parce que tu pourras appeler ça comme tu veux, cette appellation. Le problème, c'est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, pour
pouvoir dire ce qu'il dit, ça sous-entend de dire que les mecs d'en face n'ont aucun droit et doivent juste se la fermer parce que les plus puissants du monde disent « je suis zioniste ». Et ça veut dire que ça ne s'applique qu'au peuple juif, ce droit de prendre tout ce qu'ils considèrent qui leur revient. Mais moi, j'ai vu des trucs épouvantables. J'ai appris que pendant la période de Gaza, pendant les incursions en Syrie, pendant d'autres incursions, il y a des mecs qui enterrent des artefacts censés être juifs de très longtemps. OK. Et ensuite, pendant que c'est une zone qui est contrôlée, ils ont des explorateurs qui viennent avec des Français, des Américains qui disent « Regardez, il y a des traces. Il y avait un reste de civilisation. C'est la preuve. » Mais ce que je dis est la vérité. Moi-même, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'ai vu ça, c'était dans une conférence très sérieuse sur le sujet, où c'était documenté, en fait. Et ces trucs-là n'avaient pas pu arriver là par hasard. Ils avaient été mis là, sciemment, c'était filmé, on voyait les mecs mettre ça très bien pour créer en fait une vérité historique, pour créer une nouvelle vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux créer une nouvelle vérité avec l'intelligence artificielle, mais tu peux aussi la créer avec des artefacts. Mais tout le problème, tout ce piège, c'est d'avoir ces très belles phrases de Justin Trudeau. Moi, si j'avais pas la connaissance que j'ai, c'est-à-dire si j'étais comme, je suis désolé, hein, c'est pas du tout pour être prétentieux, mais comme 99% des gens qui prennent pas le temps ou qui ont pas le temps, moi j'y consacre ma vie. Donc j'espère que peu de personnes font autant de temps que moi à ça parce que ça doit être horrible pour leur entourage. Donc je ne le fais pas. Mais j'essaie, c'est pour ça que j'essaie de parler pour partager ce que je fais. Mais j'adorais ce que dit Trudeau. J'aurais envie de dire, mais évidemment, je suis zioniste aussi. Mais c'est pas le cas parce que je sais les conséquences de dire ce qu'il dit. Voilà. Et les conséquences sont odieuses pour des millions de personnes qui ne méritent pas ça. Parce que moi, j'ai la mémoire longue. On m'a dit de jamais oublier. Mais j'ai pas oublié. Mais moi, j'ai pas oublié comme les gens aimeraient qu'on oublie. Eux, ils disent, n'oubliez pas, il y a un peuple qui est victime. Donc, quoi qu'ils fassent, ils sont victimes. Netanyahou, il y a la Cour pénale internationale qui veut l'incriminer. Et il dit, mais ils n'ont pas le droit de m'incriminer. La Cour pénale, elle existe pour me protéger. Donc j'ai le droit d'être génocidaire, mais la Cour pénale n'a pas le droit d'investiguer sur moi parce que je suis sa raison d'être. C'est comme Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il peut nuire, harceler, faire ce qu'il veut avec tout le monde. Il ne pourra jamais être attaqué parce que eux ont le droit à tous les blasphèmes. Et donc, ça devient des armes des gouvernements contre des cibles très précises. Ils vont attaquer les musulmans, ils vont attaquer les chrétiens, ils vont attaquer les complotistes. Mais personne ne pourra aller les attaquer puisqu'en fait, maintenant, éternellement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais amuse-toi en n'ayant pas l'en-tête sur ton papier à lettres ou sur ton journal, Charlie, mais de faire exactement ce qu'ils font, mais sur un autre sujet. Tu vois, d'avoir de l'humour envers Brigitte ou envers Netanyahou ou envers... Mais c'est la garde à vue et la prison. Ouais. Évidemment, Charlie ne va jamais attaquer dans cette direction. Parce qu'en fait, ils ont une boussole, tu sais, ils ont une œillère. Ils n'attaquent que dans une certaine direction. Et tout ça, pour moi, c'est contre tout ça que je me bats. J'ai affaire à des trolls, t'en vois parfois là, et puis t'en as rencontré plein qui t'ont contacté. J'ai affaire à des marchands du temple dissidents, pratiquement tous les grands médias de la résistance.
mais pratiquement tous. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Je me les prends un par un, tous ensemble, je m'en prends plein la gueule, mais j'abandonne pas. Je suis pas là pour plaire, je suis là pour me battre pour les causes qui me paraissent importantes. Et petit à petit, il y a des gens qui comprennent, mais aussi les grands médias, les personnes politiques. Et en plus, je me bats pour aider à comprendre ce qui paraît incompréhensible, c'est-à-dire que Trump, Musk, Poutine, Xi, Ben Salman sont les mecs les plus sympas sur Terre aujourd'hui. Il faut quand même être fou pour défendre cette thèse. Ah C'est oui, oui, là, effectivement, là, tu rentres au cœur des croyances de plusieurs personnes. Et comme tu dis, des croyances montées depuis plusieurs décennies. Moi, j'aime bien mettre cette phrase-là là, en bas. J'ai hâte de l'enlever d'ailleurs. Mais les Européens sous hypnose hollywoodienne pour encore combien de temps? Ben, c'est la question. Moi, je reste toujours surpris au nombre d'intellectuels et de penseurs que vous avez en France. Ça a déjà fait les, les qualités des Français. Il y a des gars comme toi là, qui sont capables d'atteindre le réel, mais plusieurs en France sont complètement embourbés dans une constipation idéologique qui va être difficile. Mais veux-tu savoir le meilleur laxatif pour cette constipation? Moi, à mon avis, une bonne crise économique où là, le portefeuille des gens va être atteint directement. Là, on leur en enlève la moitié. Ils sont encore capables de payer leur logement, leur bouffe. Mais je crois que cette crise-là va s'empirer. Et c'est à partir de là qu'on va. C'est à travers des épreuves. Hein? Dans le confort et l'indifférence, on ne s'améliore pas, mais à travers des épreuves. Puis on le voit avec les peuples de l'Europe de l'Est qui ont eu un vécu, eux autres, dictatorial, des régimes de toutes sortes. Aujourd'hui, ces gens-là ont une expérience. Tu écoutes les Hongrois, tu écoutes les Tchèques. Ils ont une maturité qu'on n'a pas de l'autre bord là, sur le vieux continent européen. Puis au Canada, là, quand j'ai vu Trudeau s'allier à l'Union européenne ces derniers jours, ben, comme je le dis à plusieurs reprises là, depuis quelque temps, l'élève a dépassé le maître. Le wokisme, ça vient des anglo-saxons, mais ici au Canada, puis on en a une coupe d'anglo-saxons au Canada, mais les Canadiens français ont adhéré complètement à la propagande et les dirigeants de l'Union européenne, la même chose. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, Bertrand. Alors, juste un point, parce que tu sais, tu m'avais évoqué la personne qui va remplacer Justin Trudeau. Oui, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui étaient un peu candidats pour gagner une élection, en fait. Christian Freeland. Et le fait que voilà, donne le gouvernail à quelqu'un d'autre avant la date qui était prévue, brouille complètement les cartes de sa succession, puisqu'il vient de nommer un successeur. Et donc, en fait, ça veut dire que la personne qui est nommée, c'est la personne considérée comme la plus disponible et la plus parfaite pour continuer véritablement dans la continuité de Trudeau. Comme ce qui se passe en Allemagne, comme ce qui se passe, se passe depuis plein de fois en Angleterre, et comme ce qu'ils auraient bien voulu qu'il se passe en Roumanie. Et ils ont réussi à bien tricher en Moldavie et ailleurs, mais en Roumanie, manifestement, c'est difficile. Ah oui. T'as le mot, c'est des tricheurs. C'est des tricheurs. Donc, et alors, juste un point, tout à l'heure, je parlais de 99%. Il y en a qui n'écoutent que les chiffres, mais je spécifiais aussi que, en fait, moi, j'y passe 17 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, évidemment, j'espère qu'il n'y a pas plus d'1% de gens qui consacrent autant de temps que moi à essayer d'être à jour d'informations. Parce que, voilà. Bon, j'avais écouté une émission, puis je me rappelle, Bertrand, tu avais quitté toutes tes occupations pendant la COVID. Tu avais fait une vidéo là-dessus disant que pour le bien de tes enfants, puis tout ça, que tu devais te consacrer à cette mission-là. Exactement. Et tu es là-dedans là, depuis maintenant bientôt 5 ans. Hein, puis tu le fais très bien. Puis c'est pour ça que j'invite les gens. Je vais mettre on va tranquillement terminer l'émission. Mais je remets encore ton courriel. Très important d'encourager Bertrand.
vous communiquez avec lui par courriel, puis il va... parce qu'au Québec, il est très difficile de vous encourager, Bertrand, puis il y a sûrement des Québécois qui veulent t'encourager, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Je t'en ai déjà parlé un peu. Je vais avoir un peu l'accueil de mes auditeurs ici au Québec, mais on aimerait bien ça te recevoir quelques jours ici au Québec, que tu viennes nous faire une conférence. Je pense On va que faire ça. on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Ceux qui veulent au Québec là, organiser ça avec moi, je sais que je vais avoir des volontaires. Ben, allez, vous autres aussi, écrivez-moi sur mon courriel, brochutv01@gmail.com. Puis on pourrait organiser ça. Il y a plein de collaborateurs là, que j'aimerais faire venir au Québec parce que vous êtes connus de plus en plus. Et Et puis nous, on a sûrement. un marché ensemble. Hein. Ah oui, oui, en plus. On va aller. Et moi, on va vendre du sirop d'érable quand tu vas venir. Ah ben avec On va plaisir. financer ton voyage avec notre sirop d'érable. Ah, mais j'adore en plus. J'adore le sirop d'érable. En Le plus. bon sirop d'érable. Ah oui, oui, il y en a qui ne sont pas tous bons. Ah bah non. Effectivement. Oh là là, il n'y a même pas beaucoup de très bons. Puis moi, je suis très fier du raffinement de la culture française. C'est une des particularités qu'au Québec, on a hérité. Le côté la bouffe, le raffinement français, les Québécois, on a hérité de ça. Puis avec notre terroir, on a fait des fromages, on a fait tout ça. Puis même qu'il y a des New-Yorkais qui viennent manger souvent à Québec sur l'heure du dîner en jet privé parce qu'il y a de quoi de différent ici au Québec. Puis moi, je crois à ça. C'est une qualité que les Français ont puis que les Québécois ont hérité. Et dans le sirop d'érable, il y a des gens qui commencent à penser qu'on devrait avoir des appellations Ah dans mais les c'est sirops sûr. d'érable. Mais c'est Parce que sûr. nous, là, c'est une coopérative que ça au Québec. Ils pognent tous les barils de sirop, mélangent ça, puis ils nous revendent ça en bouteille. Et là, il y a des Québécois, grâce à notre sensibilité française, qui ont dit hey, on devrait faire des appellations parce que les sirops d'érable ne goûtent pas pareil. Tu vas aller à Gatineau, tu vas aller dans Beauce, puis tu as toutes sortes de catégories. Donc, mais c'est comme le vin. Tu as, oui. des minéraux qui sont différents, ça dépend du terroir, ça dépend. Moi, j'ai vu des émissions sur la production, mais c'est fascinant parce que tu en as qui produisent ça de façon traditionnelle, tu en as qui font ça de façon industrielle, et tout ça, ça change. C'est pas pareil. Et je suis surpris de savoir parce que j'ai accueilli quelques Français qui m'écoutent, puis ils me joignent, puis je les accueille ici. Je leur fais faire une tournée du Québec. Puis souvent, je vais leur faire visiter une cabane à sucre. Et nous, les Québécois, on sait ça naturellement, d'où vient le sirop d'érable. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas comment on fait du sirop d'érable. Et quand on leur explique qu'on prend ça sur, Un érable. dans un arbre, et qu'il faut absolument que la nuit, il gèle et que le jour, il soit au-dessus de zéro parce qu'il se crée un frimas entre l'écorce et l'arbre. Et c'est là qu'il y a un petit eau sucré qui circule dans l'arbre qu'on prend. Mais il faut absolument avoir des températures. C'est pour ça que c'est le printemps, puis on est à veille de tomber dedans. Là. On a des moins 10 la nuit, plus 2 le jour. Quand ça arrive, là, ça veut dire que les temps des sucres arrivent. Donc, ça va être... oui, mais c'est magnifique. On va travailler ça. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, les vrais producteurs amoureux, en fait, ils dépendent de la météo, ils dépendent de tout ça, et ils sont prêts à attendre parfois 1 semaine, 15 jours, 3 semaines avant de produire. Alors que les industriels, ils en ont rien à foutre. Ils rajouteront du sucre, ils rajouteront ce qu'il faut, ils feront. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que tu as des gens qui aiment ça et qui veulent faire un bon produit. Et une fois que tu les découvres, ça change ta vie. Et les gens qui en ont rien à foutre, qui veulent faire du business. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment artisanal. Le sirop d'érable au Québec, là, il y a encore plein de petites familles qui ont leur cabane à sucre. Et le printemps, c'est l'occasion de se réunir au Québec. C'est vraiment une période très particulière que j'invite les Français à venir découvrir. Donc, merci beaucoup, Bertrand, sur ce sujet fort intéressant du sirop d'érable et du miel. Je remets ton adresse courriel. On encourage nos collaborateurs. Merci. On se reparle la semaine prochaine, Bertrand.
Et puis, on continuera à gueuler fort. Exactement. Mais tu gueules, mais tu le fais d'une façon intelligente et c'est pour ça qu'à cette heure, on ne peut plus s'en passer. J'aime bien profiter de tes connaissances. C'est pas tout le monde là, qui a été au niveau où tu as été. Tu as fréquenté les grands et c'est pas parce que tu as fréquenté les grands que tu es un corrompu. Il faut justement avoir ces connaissances-là, avoir connu ces gens-là pour avoir la vision que tu as aujourd'hui. Moi, je comprends très bien ça. Donc, pour moi, c'est pas un reproche que tu aies croisé Atali dans ta vie. Pour moi, c'est pas un défaut. C'est de toute façon, tu peux pas changer. C'est ce que j'expliquais. C'est des personnes qui ont tout le temps besoin de se tromper de combat, en fait. Donc, je vais te laisser sur une image parce que c'est en train, à Brochu TV, dans 2 heures, on va avoir une émission spéciale justement pour parler de l'investiture au Parti libéral pour trouver un remplaçant à Justin Trudeau. Et on a des images, les dernières images de Justin comme premier ministre. Mais c'est ça, comme certains me disent, on est tous contents qu'il soit parti, mais il y a plein de monde qui l'attendent dans la liste, dont Carney. Et c'est comme le chef de la mafia, les gens, ou Klaus Schwab, les gens m'appellent, ils ont dit « Ah, Klaus Schwab va démissionner. » Ben oui, mais il y en a 10 en arrière qui attendent sa place, qui peut être pire que lui. Donc, et qui seront pires. Et qui seront pires, ben oui. Donc, je reste poli tout le temps, Bertrand. Donc, c'est bon, Bertrand. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bye-bye. Loud and loud the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land and glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.